On va parler des relations un instant. Et voilà. Bien. Relations entre les États-Unis et Israël. Sur la carte que vous voyez devant vous, maintenant, ok, maintenant on la voit. Ce que vous voyez en orange, c'est les États-Unis d'Amérique. Ce que vous ne voyez pas, mais ça y est, en vert, c'est Israël. C'est tellement petit que c'est un petit peu dur à voir sur cette carte. Comme disait l'humoriste, comment il s'appelait? Ephraim Kishon, Israël, un pays tellement petit qu'on n'a pas de place pour écrire son nom sur les maps monde. Alors voilà, alors on n'a pas de place à ce moment-là, on voit à peine qu'il y a une tache verte qui est Israël, mais on va en parler. Bien. Alors, euh, il faut comprendre une chose, c'est que les États-Unis ont une cloche de la liberté. D'ailleurs, ceux qui ne veulent pas aller jusqu'aux États-Unis peuvent aller à Jérusalem, en voir la copie au Gan Pahamon à Jérusalem. Et sur cette copie sur cette cloche de la liberté de Philadelphie, il est écrit en anglais un verset de la Torah. Ukratem doror ba'aretz lechol lo yoshbea. C'est l'annonce du jubilé, du Yovel. On doit libérer tous les esclaves et chacun reçoit de nouveau ses terres qui avaient été aliénées, et c'est la désaliénisation des esclaves, des terres, etc. Et les Américains ont pris ça comme motto, la liberté, et la cloche de liberté, c'est à Philadelphie. À cause, par le fait que les États-Unis se définissent par rapport à ces idéaux qu'ils ont empruntés chez nous, alors ils ont aussi une statue de la liberté, et il y a énormément de parallélisme ou d'amitié entre les deux peuples, entre les Juifs et les Américains, entre l'État d'Israël et les États-Unis, à cause du fait que, on pense partager des valeurs communes, ce qui reste encore à définir, mais ça sera à la suite de la conférence. Quelles sont les valeurs aujourd'hui prônées par les États-Unis, quelles sont les valeurs prônées par Israël, mais il est clair que les valeurs des pères fondateurs américains étaient effectivement des valeurs qui viennent directement de la Bible. C'était des puritains anglais qui avaient donc pris ces valeurs bibliques à travers le prisme du christianisme, il ne faut pas se tromper. Euh, donc il y a cette idée que on est en fait, on va de concert parce qu'on partage les mêmes valeurs. Alors, si je fais sur Google, et j'ai demandé à notre ami Google de me donner la liste des villes américaines qui portaient des noms bibliques. Et elle devrait être là au centre devant vous. Pourquoi est-ce qu'elle n'y est pas? Parce que ce que vous voyez maintenant devant vous qui s'affiche, si vous arrivez à lire, vous voyez les noms des villes: Hébron, Salem, Bethléem, Jérusalem, Ephrata, Jéricho. En fait, quand je suis entré sur Google, ça fait 13 pages. Il y a 13 pages de lieux en Amérique qui portent des noms bibliques. Donc nous, pour rappeler ce fait, c'est qu'effectivement, que quand ils créent les États-Unis d'Amérique, enfin avant qu'aux États-Unis, quand ils créent l'Amérique, ils emportent des valeurs bibliques et ils donnent énormément de sites pour prendre des noms bibliques. Et juste pour reprendre un nom, quel nom plus marquant que Sion, j'aurais pu prendre Jérusalem, mais c'est plus facile Sion. Pour moi, parce que quand je cherchais la liste, vous voyez qu'il y a Sion dans l'Arkansas, il y a Sion dans l'Illinois, et il y a aussi un parc national qui porte le nom de Sion. Donc Sion trois fois, Jérusalem je ne sais plus combien. Et c'est de ça qu'on va parler, de ces relations entre les États-Unis d'Amérique et Israël. Mais comme j'ai dit, on va commencer il y a 150 ans, c'est-à-dire bien encore avant, non seulement avant l'État d'Israël, mais encore avant le mouvement sioniste. Alors, je me suis aidé d'un livre que j'ai acheté à la Bibliothèque nationale d'Israël, pas la nouvelle, l'ancienne encore quand elle était à la fac à Jérusalem, il y a une dizaine d'années, il y avait une exposition, et vous voyez à droite le catalogue de l'exposition, ça s'appelait Halomot ve Diplomatia Beret Israël, des rêves et la diplomatie, en Eretz Collège, en Terre Sainte, les consuls américains à Jérusalem au 19e siècle. Donc, moi, c'est ce que je fais souvent, c'est quand je vais voir des expositions dans les musées, j'achète la brochure d'exposition parce qu'il y a énormément toujours de matériel, de support audiovisuel, etc. Et ça peut me servir pour expliquer, présenter le sujet. Donc, je me suis servi de ce livre, pas seulement, mais c'est la base, en tout cas de la première partie de mon exposé sur les consuls américains au 19e siècle à Jérusalem, en Terre Sainte.
Et le premier diplomate américain qui arrive, alors d'abord vous regardez la photo, vous voyez la photo du monsieur qui s'appelle Warren, non il s'appelle, pardon, non il est dans le, après il s'appelle Cresson, Warden Cresson. Et si vous regardez sa photo, vous voyez qu'il est sur une image que vous connaissez, c'est l'entrée de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est la vieille ville. À l'époque, il n'y a pas de vieille ville et pas de nouvelle ville. Il n'y a que Jérusalem qui est entièrement dans la muraille. Et quand vous passez la porte de Jaffa, vous voyez à droite, vous voyez la citadelle de David. Et à gauche, vous voyez le consulat américain avec le drapeau américain. Donc, c'est une image, bien sûr, qui était coloriée. C'est une image qui date de la fin de la deuxième moitié du 19e siècle. Et vous voyez le personnage qui est le premier consul américain à Jérusalem, comme j'ai dit, Warden Crescent. Maintenant, si vous regardez ce qui est à gauche, vous verrez que Google sait vous dire que la présence diplomatique américaine commence, et de façon continue, depuis 1857. Et ça commence par un consul qui s'appelle Warren Gorham, qui a été nommé par le président Franklin Pierce. Euh, un instant, mais je viens de vous dire Warden Crescent dans l'image. Pourquoi? Parce que vous voyez ce qui est entre parenthèses. Il y a eu un essai d'avoir un premier consul déjà en 1844, mais ça a un petit peu foiré. En fait, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'incroyable. Le consul est nommé, Warden Crescent, en 1844. Il part à Jérusalem. Et encore pendant que le bateau est en route et fait voile, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de vapeur, on fait voile vers Jérusalem, en tout cas vers Jaffa. Pendant que le bateau est en mer vers Israël, le Sénat annule sa nomination. Le gars n'accepte pas l'annulation. Il arrive avec sa lettre de créance à Jérusalem. Comprenez qu'il n'y a pas de téléphone ou de télégramme pour les Turcs pour leur dire on a changé d'avis. Il présente ses lettres de créance, il va se présenter comme consul, et en fait, il va être consul américain, sauf que personne ne l'a nommé, en tout cas. Il a été nommé et annulé, mais ça, les Turcs ne le savent pas. Mais c'est un personnage très, très intéressant. Alors, on va regarder un petit peu qui est ce premier consul qui a été directement euh, annulé encore avant qu'il pose les pieds en Israël. Alors, vous le voyez à droite, de nouveau, c'est la même Warder Crescent. Il est né à Philadelphie. Il a des parents quakers, donc ce sont des protestants américains, le classique du classique américain. Mais il va s'intéresser au judaïsme. Et à partir de 1840, il commence à s'intéresser un peu trop près au judaïsme. Il va être influencé par Mordechai Emmanuel Noir, qui est un personnage à qui il faudrait dédier une conférence, un juif qui veut reconstruire le pays d'Israël, mais pas en Israël, il veut le construire près des chutes du Niagara. Medinat Ararat, il a voulu faire un État là-bas pour les Juifs. Donc, il- en tout cas, ce Mordechai Emmanuel Noir parle d'un retour des Juifs vers une patrie, peut-être en Israël ou peut-être en Amérique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Warda Cresson va se convertir. Et il va prendre le nom de Michael Boaz Israël Ben Avraham. C'est pas très court. Et ce qui va se passer, c'est que sa famille est absolument horrifiée. C'est quoi ça, ce quaker bon ton qui devient juif? Et donc, sa femme le poursuit en justice et le fait déclarer fou. Et c'est pour ça que, fort de cet arrêt du tribunal, comme quoi le gars est cinglé, que le Sénat va dire, bon, on ne peut pas envoyer un cinglé pour être consul en Amérique, en Turquie, en Palestine turque. Et donc, il décide d'annuler la nomination de Warder Cresson, Michael Boaz Israël Ben Abraham, mais le gars continue à jouer le consul en Israël. Il va rentrer un petit peu quelques années en Amérique pour se réorganiser, préparer son alia. Et après, en tant que juif, il rentre en Israël et il finira sa vie en Israël où il écrira plusieurs livres. Vous voyez le titre, The Key of David, David le vrai Messie, le Dieu de Jacob. Et il a deux sujets le préoccupent principalement quand il arrive à Jérusalem. Un premier, c'est de faire une soupe populaire, ce qu'on appelle en hébreu bet tamchoui.
en français une soupe populaire. Et pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il y a à Jérusalem énormément de juifs pauvres. Ça, c'est un fait. Pourquoi cette soupe populaire lui tient tant à cœur? Parce qu'il se rend compte d'une autre chose. C'est que d'un côté, énormément de juifs pauvres à Jérusalem, et d'un autre côté, les missions chrétiennes anglaises, autrichiennes, suédoises, américaines sont très actives pour convertir ces juifs qui rentrent au pays au christianisme. Et quelle proie plus facile qu'un juif qui n'a pas de quoi manger, on lui offre quelques repas, on lui offre des habits, et on va lui proposer de changer de religion. Et donc, ce gars-là qui a fait le chemin contraire, qui vient du christianisme quaker et qui devient juif, veut créer une soupe populaire pour soustraire les juifs à l'emprise de la mission. La deuxième, euh, la deuxième idée qu'il a, attention, je parle de 1844. Les premières moshavot, les villages agricoles, Zichron Yaakov, Rishon LeZion, ça va être en 1882. On a eu 4 ans avant Petar Tikva et Géoni. On a eu encore 20 ans avant le village du Djarmak, près sur le mont Méron. Mais lui, déjà en 1844, il veut revenir amener les Juifs à l'agriculture. Il va acheter un terrain à Emek Rephaim. À l'époque, Emek Rephaim, c'est la zone, c'est complètement en dehors de Jérusalem. Et là-bas, il va faire une ferme modèle pour ramener les Juifs au travail de la terre. Finalement, ça n'a pas marché. Il va manquer de fonds et ça va pas réussir. Je rappelle après lui arriveront les Allemands. À Birkirchen, on a la Moshava germanite. Les Allemands aussi, quand ils vont s'installer en 1868, 70, je ne sais plus quelle année exacte, autour de 1870, décident que Emek Rephaim, c'est l'endroit où faire de l'agriculture à Jérusalem. Donc, vous voyez que c'est un gars très intéressant. C'est un gars qui vient parce qu'il est quaker, mais qui devient juif, et qui veut ramener les juifs et les protéger de la mission et leur faire de l'agriculture à Jérusalem. Alors là, vous avez ces livres, non, ils sont aussi illustrés, il a des images, et vous voyez sa signature, MCBI, Michael Boaz, j'ai déjà oublié son troisième nom, c'est pas grave. Et donc ça, c'est notre Warder Cresson qui est le premier, pardon, qui est le premier consul. Alors, non seulement dans ses livres, il présente une théologie du judaïsme, mais il est aussi très pratique. Par exemple, si vous voulez venir en Eretz Israël, ben voilà comment vous allez faire votre voyage depuis Philadelphie à Jérusalem. Alors, vous prenez le bateau à vapeur. Alors, je m'excuse, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas encore la vapeur, qu'il y a la voile. Non, il y a des steamers. Donc, vous prenez votre steamer, votre bateau à vapeur à Philadelphie, et en 11 jours, vous arrivez à Londres. Et si vous avez en première classe, ça vous coûtera 100 dollars. Vous pouvez avoir en seconde classe pour 60 dollars, y compris les repas. Après, vous allez de Londres à Marseille, de Marseille à Malte, de Malte à Alexandrie et Beyrouth, de Beyrouth à Jaffa, et de Jaffa à Jérusalem. Chaque fois, c'est marqué combien de temps ça vous prend, 11 jours, 2 jours, 2 nuits, etc. S'il vous faut un vapeur. Ce qui est sympa, c'est que pour aller de Jaffa à Jérusalem, il y a marqué, c'est un jour, by horse or mule, vous allez prendre un cheval ou une mule pour aller à Jérusalem, ça vous coûtera 1,25 $. Mais là, les repas ne sont pas inclus. Et donc, vous faites le voyage en 21 jours et demi et ça va vous coûter 190 dollars et 75 cents. On ne peut pas être plus précis. Bien. Une fois que Warren Cresson a été démis par le Sénat américain et le State Department et qu'il va rentrer au pays pour s'organiser, préparer son alia, le poste va être libre, va être resté vacant pendant 13 ans. Pardon. Et pourquoi? D'abord parce que les Américains ont d'autres chats à fouetter. Ce n'est pas leur première priorité d'envoyer un consul dans cette ville oubliée, retardée, tiers-mondiste, etc. Donc, ils ont d'autres priorités plus importantes. Et alors, il y a un problème qui est très américain. Heureusement que ça n'influe pas sur nous. Nous, on est entièrement dégagés de ce problème. Mais vous voyez que l'Internet nous dit, le bouquin nous dit, a serious problem. Il y avait un gros problème. The American Spoil System. Le système américain, qui était un système de nommer des gens parce qu'ils étaient proches du pouvoir
et pas en fonction de leur qualification professionnelle. Bon, ça ne nous arrive plus, hein. Je rappelle que notre dernière ambassadrice en France a été nommée uniquement par ses grandes qualités et sa formation extraordinaire. Et quand on a fait remarquer à Monsieur Lapide que Madame Garman ne parle pas le français et n'est pas diplomate, il a répondu, mais ils ne comprennent pas les Français. Ils ont une proche amie qui a un téléphone qui peut m'appeler 24 heures par jour. Ma ligne privée lui est ouverte. Alors, c'était pas, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pour les Américains, c'était déjà un problème, c'est que les consuls qu'ils vont nommer sont très problématiques. On va voir que la plupart vont se faire éjecter pour différentes raisons. Surtout, la raison principale, c'est qu'ils ne sont pas adaptés au rôle de consul. Et bien, c'est remarqué ici, la plupart des consuls de Jérusalem auront des cadences spécialement courtes à cause du manque de leur qualification diplomatique. Bien. Et du fait du manque de formation, ça bien sûr une influence négative sur l'implantation, sur la politique des États-Unis à Jérusalem. Alors, le premier qui va être nommé vraiment après Warden Crescent s'appelle John Warren Gorham. Lui arrive, mais il ne se passe pas grand-chose à Jérusalem à l'époque. Et la chose la plus importante à son époque était qu'il y avait des Américains qui avaient créé une petite colonie agricole, un village agricole près de Jaffa, qui s'appelle Mount Hope. Ils ont été attaqués par le voisin arabe. On va y revenir tout à l'heure quand on va parler de l'implantation des résidents américains, des citoyens américains en Israël. Là, maintenant, je commence par les consuls, après on parlera des citoyens. Et il dit qu'en fait, il s'ennuie à mort. Il va commencer à boire de façon inconsidérée et il va être rappelé à Washington parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un ivrogne invétéré comme consul à Jérusalem. Regarde, ben, il est devenu un ivrogne parce qu'il s'ennuyait à Jérusalem. Ça, c'est consul à Jérusalem. Je pense qu'actuellement, les consuls et diplomates américains en Israël ne s'ennuient pas. Ils ont de l'occupation, je pense que même plus que dans beaucoup d'autres pays. Mais à l'époque, à Jérusalem, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis la vie sociale et la vie nocturne, je pense que c'est vraiment pas l'endroit. Et d'ailleurs, la plupart vont être un petit peu forcés d'aller à Jérusalem. C'est pas la première affectation demandée par un consul, même par quelqu'un qui n'a pas de formation et qui est juste le copain d'un copain. Le dernier endroit où il veut arriver, c'est Jérusalem, à part certains qu'on verra qui vont y arriver pour des considérations pas toujours diplomatiques. OK. Alors, les suivants, de 1861 et de 61 à 62, vous voyez, chacun va tenir le coup même pas 2 ans. William Page et Franklin Olcott. Le premier est un businessman, mais lui, pour se faire un peu des à côté, il vend des certificats de citoyenneté américaine. Ça n'a pas plu au State Department, ils vont l'éjecter. Et le second, qui était un businessman parce que les Américains voulaient développer leur business avec la Turquie et la région, il va dire qu'on peut rien faire. C'est l'Empire ottoman, tout marche au bakchiche, tout est corrompu. De toute façon, pour avoir un permis, rien ne fonctionne dans l'administration ottomane. Et donc, il va dire, je peux rien faire, je suis allé faire du business, développer le business américain, mais c'est pas possible, import-export. Et il rentre à la maison. La photo que vous voyez à droite, c'est la photo des Kawas. Kawas, en Turquie, ce sont ces gardiens. On a déjà parlé dans la conférence sur la famille Abo, qui était consul de France à Tzfat. Et donc ces Kawas, qui sont la marque du pouvoir des consuls européens, donnent l'importance de ces consuls qui sont précédés par des gardiens avec, vous voyez, avec un sabre, avec un bâton argenté pour leur ouvrir la route. Parce qu'en fait, dans le régime turc ottoman de l'époque, il y a un régime qui s'appelle les capitulations, qui était instauré déjà après l'installation des Turcs en Israël, la création de l'Empire turc ottoman au début du XVIe siècle, mais qui a été entièrement remanié après la guerre de Crimée, et dans lequel les citoyens de pays européens, ou américains en tout cas, pas des pays, pas des citoyens turcs, ne sont pas jugés par le juge local. Là, ils n'ont aucune chance d'avoir justice, mais ils peuvent faire appel à leur consul, et le consul a le droit de juridiction sur ces sujets, et donc les différents consuls protègent les ressortissants de leur pays.
Et quand il n'y en a pas, ben, on en crée. On leur donne la citoyenneté, comme on est par la famille Abo qui donnait des certificats de citoyenneté française aux Juifs qui étaient à Tzfat. Donc les Anglais donnaient surtout la citoyenneté anglaise aux missionnaires et aux chrétiens. Euh, En fait, chaque pays décidait à qui il avait, chaque consul même décidait à qui il allait donner des certificats de citoyenneté pour se créer une base de citoyens pour avoir une juridiction, pour avoir une force politique en Israël. Alors, le suivant, en 1863, s'appelle Isaac Van Etten. Là, j'ai déjà des photos. Les précédents, à part Crescent, je n'ai pas de photos. Euh, Lui, il accepte. Mais quand il arrive, il dit, mais rien à faire ici. Et après 5 mois, il dit, c'est bon, j'ai compris, je vais rentrer à la maison. Donc, il y a ceux qui se font éjecter après 1 an. Il y a ceux qui se font éjecter après moins. Warren Crescent, qui était éjecté encore avant d'arriver. Et un qui arrive pour faire son job, mais après 5 mois, il n'en peut plus. Il n'y a rien à faire en Israël et il demande à être rappelé au pays. Le suivant, Albert Roth, c'est déjà différent. Parce que lui est un chercheur. Et donc, il y aura des gens qui ne sont de nouveau pas des diplomates professionnels, mais qui vont être intéressés à aller en Terre Sainte parce qu'ils veulent faire de la recherche, ils veulent faire de l'archéologie, ils s'intéressent aux traces du christianisme en Israël, ils s'intéressent aux religions en Israël. Et donc, Albert Rhodes, qui arrive en 1863, va écrire, d'abord lui était, était consul professionnel, je vous explique, il a été dans d'autres pays, mais il va écrire un livre qui s'appelle Jerusalem as it is. Il fait une description de Jérusalem à son époque, qui peut un historique et puis un descriptif. Ok, non, pardon. Donc, il y a déjà une volonté. Pourquoi il vient en Israël? Parce il a un job à faire à part. Il veut écrire des livres. Le suivant va être un journaliste français du nom de Victor Beauboucher. Alors lui, il est français. Qu'est-ce qu'il fait dans le service diplomatique américain? En fait, il s'était porté volontaire pour se battre dans la guerre civile. Il a même été blessé au combat. Il est resté aux États-Unis. Il n'a pas reçu la nationalité, mais malgré ça, ils l'ont envoyé pour être le consul à Jérusalem en 1865. Lui, il aura quelques petits problèmes. Il va s'accrocher et avec les Américains qui se sont installés à Jaffa, la colonie américaine. Ça, c'est une autre conférence qu'on avait fait il y a 3 ans. Il va aussi avoir un petit clash avec les Juifs. Et donc, il va dire, bon, ça suffit. Il va comprendre qu'il s'entend avec personne. Et il va lui aussi demander à être relevé. Le suivant, Richard Beardsley, lui est un juriste, un expert en droit international, donc une personne qui pourrait remplir ce rôle. Euh, et lui, ce qui l'intéresse effectivement, c'est le tourisme, l'archéologie, et il pense qu'il y a un grand potentiel à développer en Terre Sainte, et donc il va pour développer le tourisme, l'archéologie, et intéresser les Américains à ces domaines en Israël. Mais après 3 ans, lui aussi, il craque et il demande un endroit un petit peu plus normal, avec un climat un peu plus clément et une vie un peu plus facile que ce qu'il a découvert à Jérusalem. Nous arrivons à Frank de Haas. Frank de Haas, lui, est un chercheur qui fait de la recherche sur la Terre Sainte. Donc lui, euh, il fait des efforts. Il n'est pas du tout diplomate. Il n'a aucune qualification, mais il va faire tout. Il va jouer des coudes pour se faire nommer. Et il va réussir à se faire nommer par le président Grant, même qu'il n'a aucune qualification pour être diplomate. Euh, mais il va avoir un petit problème, c'est qu'il est trop philosémite. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Euh, alors, d'un côté, il aide trop les Juifs. D'un côté, les Juifs, à l'époque, il y a des Ashkénazes et des Sfarades. Dans les Ashkénazes, il y a des Chassidim et des Mitnagdim. Dans les Sfarades, il y a des Juifs de l'Est et des Maghrébins de l'Ouest. Et puis, donc c'est un petit peu complexe de jouer entre tous les groupes. Et donc, il finit par se faire pas mal d'inimitiés.
et lui aussi est obligé de repartir après 4 ans. C'est pas mal, hein, c'est le premier qui tient le coup 4 ans. Mais après 4 ans, lui aussi doit regagner ses pénates et repartir aux Amériques. Mais il nous laisse des livres. Alors, par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle Buried Cities Recovered, les anciennes cités qui avaient été enterrées dans le temps, dans la terre, dans l'histoire, sont remises, sortent de terre et l'archéologie. Et donc, il a écrit un livre sur l'archéologie en Terre Sainte. Et regardez à qui il le dédicace, ça c'est à droite. Dédicacé à mes nombreux amis qui m'ont aidé, à l'épouse de ma jeunesse qui m'accompagne dans tous mes voyages, à ma mère âgée qui m'a guidé dans mes premiers pas dans la vie, en mémoire de mon saint-père, de mon père, ça semble- saint-père, ça sonne un peu bizarre, euh, etc., qui est parti, qui nous a quittés pour pour le Canaan céleste. Donc, on comprend très bien qui est le gars, quoi. C'est un chrétien engagé pour qui il parle de Terre Sainte, c'est ça qu'il veut faire cher. And above all, et par-dessus tout, je remercie to God, remercie à Dieu. Euh, Et en fait, ce livre rentre dans une pléthore de livres de l'époque. À l'époque, c'est si vous écrivez un livre sur l'archéologie en Terre Sainte, sur la Terre Sainte, sur votre voyage en Terre Sainte, etc., ça se vend comme des petits pains. Il publie son livre en 1882 et 2 ans plus tard, il y a déjà on est à la 10e réédition. Donc ça marche formidablement bien. Euh, et qu'est-ce qu'il écrit dans son livre? Alors, on a vu, c'est Exploration in Bible, hein, c'est une exploration des pays bibliques, mais il écrit, ça contient une description complète de l'Égypte, les Égyptiens, la montée et le- et la fin des empires à la lumière des prophéties. Et c'est une confirmation ça confirme les prophéties, en fait. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. À l'époque, il y a cet enthousiasme biblique pour tout ce qui a rapport à Israël, à la Terre Sainte, et c'est pour ça qu'il a demandé à être nommé consul, et il va tenir le coup 4 ans. Le personnage, maintenant, il n'est pas consul, lui. Il n'est pas consul, mais il arrive à cette époque-là en Terre Sainte. Il fait un voyage, comme je vous expliquais que c'est l'époque, l'orientalisme, ceci, je rappelle, en France, Lamartine et d'autres qui viennent visiter la Terre Sainte et le Levant. Et Mark Twain, qui est un journaliste américain, vint aussi lui. Et alors j'ai mis un truc en français parce que il écrit un bouquin qui s'appelle Innocents Abroad, qui raconte son voyage qu'il fait depuis l'Amérique jusqu'au Levant, en passant par la France, par l'Angleterre, la France et les différents pays du Moyen-Orient. Ça a été publié The Innocents Abroad. C'est un peu un récit satirique, humoristique. Et la partie qui traite à Israël et les pays limitrophes a été publiée en hébreu sous le nom aussi, le nom humoristique, Massa Ta'anugot de Eretz HaKodesh. Voyage d'agrément en Terre Sainte. Parce que si vous lisez le livre, il n'y a rien d'agrément. Il raconte comment les conditions sont catastrophiques, les conditions climatiques, le voyage lui-même, les conditions d'hébergement, la nourriture, enfin tout est catastrophique. Donc le traducteur a traduit Massa Ta'anugot, voyage d'agrément en Terre Sainte. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il dit sur Paris. À Paris, dès qu'on leur parle, ils ouvrent grand les yeux, ils nous regardent, et pourtant on parle français. Mais ces imbéciles n'arrivent même pas à comprendre leur propre langage. Vous comprenez ce qui se passe quand un Américain essaie de parler français en France, comment il se fait accueillir et comprendre par les Français. We never did succeed in making those idiots understand their own language. Ces imbéciles ne comprennent même pas leur propre langue. Ça, c'est ce qu'ils racontent des Français. Mais je dis, tout le bouquin est écrit dans ce style humoristique. Mais c'est pas pour ça que je l'ai marqué. La France m'intéresse moins. Ce qui m'intéresse, c'est ce que raconte Mark Twain du pays qu'il visite, Eretz Israël. Et alors, il dit la Palestine, c'est le nom que porte cette région à l'époque, n'est pas un pays, qui est une région de l'Empire turco-ottoman. J'ai toujours cru qu'il s'agissait d'un pays aussi grand que les États-Unis. Je ne savais pas que ce n'était pas le cas. Je ne pouvais pas concevoir qu'un si petit pays ait tellement d'histoire. Alors c'est intéressant de comprendre vraiment cette dichotomie qu'il y a toujours entre la taille du pays d'Israël et notre présence dans les médias, notre présence dans l'histoire du monde.
petite histoire qui m'est arrivée à moi. Quand je dis temps, j'étais officier à l'armée. J'ai dirigé un projet qu'on a fait en partenariat avec les Américains. Et un colonel américain est venu chez nous pendant 1 ou 2 semaines. Et mon colonel à moi me dit, Ariel, il n'a pas l'habitude de travailler le dimanche. Donc nous, on travaille le dimanche, on ne va pas le faire travailler le dimanche. Dimanche, tu le prends et tu l'emmènes en balade sur le Golan. Donc je vais chez lui, chez Captain John. Je lui dis, Colonel Jones, voilà, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Dimanche, tu ne vas pas venir à la base travailler, je t'emmène en balade sur le Golan. Il est tout content, il me dit génial, j'ai une demande. Je dis, tu me demandes et si je peux, j'essayerai. Il me dit, est-ce qu'on pourrait, et il me dit, si on va sur le Golan, on va donc passer à côté du lac de Tibériade. Je dis, bien sûr. Il dit, ben, je voudrais visiter votre base navale sur le lac de Tibériade. Ok, je dis pas de problème, je m'occupe des autorisations. Donc le dimanche deal, on arrive à Tibériade, je prends exprès une route où on arrive par les hauteurs de Tibériade, je m'arrête au sommet de la montagne au-dessus de Tibériade, on a une vue magnifique sur le lac, et donc je descends avec la voiture, j'invite le colonel à me suivre, il me dit c'est quoi cette flaque d'eau? Je dis ben, ça c'est le lac de Tibériade. Parce que lui, il voyait le lac Michigan, le lac Ontario, 200-300 kilomètres, et donc comme c'est une frontière à l'époque avec la Syrie, c'est évident qu'on a une base militaire, une base navale avec nos patrouilleurs nos patrouilleurs de frontières. Il a eu du mal à comprendre c'est la taille du pays. C'est toujours ce problème. Alors déjà, Mark Twain le dit, j'ai eu du mal à comprendre que la Palestine est tellement petite. Et ce que tout le monde connaît, c'est cette citation de Mark Twain, A desolate country, c'est un pays à l'abandon, il ne pousse rien, silence de mort, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'êtres humains, il y a à peine quelques cactus qui subsistent. Donc ça, c'est Eretz Israël comme il voit, bon, il exagère un petit peu, mais pas beaucoup, de quoi a l'air Eretz Israël avant que Am Israël ne commence à revenir. C'était en 1869. Là, on arrive à un consul un petit peu spécial. Sena Merrill, il est spécial parce qu'il va faire 3 fois, 3 cadences à Jérusalem. Donc, au total, il va totaliser pas mal d'années. Il va être plusieurs fois à Jérusalem. La première fois, ça va être en 1882, mais il reviendra aussi dans les années 1890. 1880, c'est une année importante dans l'histoire sioniste, puisque c'est l'année des premières aliyot, c'est l'année de Zichron Yaakov, Rishon LeZion, c'est le début de l'agriculture juive par les immigrants qui arrivent d'Europe de l'Est pour faire de l'agriculture. Euh, mais le problème, c'est que lui est complètement antisémite. Donc il va lutter contre le retour de ces juifs en Israël. Il n'est pas non plus d'accord avec les Américains. Il y a des Américains, je ne sais plus quelle secte, qui ont créé euh, une colonie américaine aussi, qui s'appelle American Colony, à Jérusalem. Aujourd'hui, c'est un hôtel. Ça a commencé par une ferme de la famille Sapford à Jérusalem. Et lui n'est pas d'accord avec cette famille. Il essaye de faire fermer leur ferme agricole à Jérusalem. Et il essaye aussi d'orienter les États-Unis vers une politique qui s'opposerait au retour des Juifs vers leur terre ancestrale. Donc un gars problématique, en tout cas pour le peuple juif, puisqu'il va user de son influence. Et je dis, il va venir 3 fois, il va faire 3 fois, trois mandats comme consul à Jérusalem. Alors lui aussi écrit des bouquins. Vous voyez un bouquin qui s'appelle Ancient Jerusalem. À droite, vous voyez une caravane de chameaux, pour ceux qui ne reconnaissent pas l'endroit. C'est la vallée du Kidron. Donc, c'est entre le mont des Oliviers et Harabait. Devant vous, là, je mets la souris, c'est Ir David. Donc, si vous regardez, vous voyez Jérusalem à son époque. Il y a encore strictement rien. Même Kfar HaShiloach, le Kfar HaTemanim, il va se construire un petit peu plus tard. Le prochain consul, Lou Wallace, non, c'est pas un consul à Jérusalem. Lui, il est ambassadeur à Istanbul. Mais il va faire un voyage à Jérusalem parce que c'est un chrétien convaincu, donc il veut faire un pèlerinage à Jérusalem. Et comme il est philosémite et qu'il aide les Juifs vont sortir de leur gonds pour l'accueillir. Alors à droite, vous voyez une reproduction d'un fascicule, Shir Tehillah, cantique de louange. C'est un cantique de louange qui a été écrit pour accueillir Lou Wallace, l'ambassadeur d'Amérique à Istanbul, qui est en visite
à Jérusalem. Et regardez ce qui était marqué, Yiftsechuz mirot sfatai, megioni mezimotai, ba David el mishkanotai, non, vraiment, on encense le gars qui arrive parce que il aide les Juifs, bien qu'il y aura une esclandre avec lui. L'esclandre, il a fait une erreur, pardon. Il arrive à Jérusalem vendredi après-midi. Il y a des Juifs quand même qui font Shabbat à Jérusalem. Et surtout, l'organisateur des cérémonies du Pacha, du gouverneur turc de Jérusalem, c'est un juif qui s'appelle Yosef Krieger. Et Yosef Krieger, il dit hey, Shabbat, Shabbat, et il expédie la réception officielle et Louis Wallace va être fâché. Donc il y aura une esclandre, il va se plaindre contre Krieger, va demander que Krieger soit perdre son poste. C'est quoi ça, ce gars-là qui me... J'ai pas fini de manger, la collation, le cocktail de l'ambassade, du Pacha. Donc il y a eu un petit froid, mais il a quand même été accueilli avec très très grand enthousiasme par les Juifs, à tel point que dans le journal Hamagid du 11 janvier 83, il est marqué nos frères citoyens américains sont sortis l'accueillir avec des drapeaux américains. Donc, il y avait des Juifs américains à Jérusalem qui se sont allés l'accueillir des drapeaux et chantaient ce cantique Shir Tehillah. Si vous avez à voir à droite, Shir Tehillah, et en dessous est marqué Général Wallace, pour le général Wallace. Vous le connaissez peut-être pas comme général, vous le connaissez peut-être pas comme ambassadeur américain à Istanbul, mais si vous avez mon âge, je pense que pas mal d'entre vous ne sont pas nés après la première intifada. Vous vous rappelez de Ben-Hur, qui était le plus grand film de toute l'histoire du cinéma, ce que nous disaient les annonces à l'époque. Ben-Hur, c'est le livre qu'écrit Léo Wallace. Donc ce gars-là, vous ne connaissez peut-être pas comme ambassadeur ou comme ami des Juifs ou autre chose, mais vous le connaissez, ou comme général, vous le connaissez comme auteur. Vous n'avez pas lu le livre, je vais comprendre, on n'a pas lu le livre, mais je pense qu'une partie ont vu le film. Un film problématique, hein. Je rappelle que ce film, c'est un film d'un juif qui devient chrétien après. Il fait cause commune avec les premiers chrétiens qui se cachent des Romains. Alors, j'ai mis une petite scène de Ben-Hur, l'arrivée à Rome, parce que, d'abord pour couper un peu la conférence, et parce que je pense que si je fais une conférence sur les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique au XXe siècle, c'est Rome du 1er siècle. Comme de renaissance avec l'aigle impérial derrière, qui est aujourd'hui l'aigle américain. Donc, il y a des liens à creuser. Et on continue à notre prochain consul à Jérusalem. Maintenant, c'est une autre histoire. Najib Arbili est un médecin qui est grec, médecin pharmacien, grec orthodoxe, qui est né à Damas. Et donc, il est parti en Amérique, il est devenu citoyen américain, mais ça pose un problème pour les Turcs. Parce que s'il est né à Damas, il est citoyen turc. S'il est citoyen turc, il ne peut pas être citoyen américain. Et il ne peut donc pas représenter les intérêts américains en Turquie. Et donc, les Turcs refusent de le reconnaître comme consul américain à Jérusalem. Et ça va commencer un différend entre la Turquie et les États-Unis. Et finalement, après quelques mois, Arbili doit retourner aux États-Unis. Les Turcs refusent de le voir consul à Jérusalem. Le prochain va être très intéressant. Henry Gilman. Gilman, lui, est un auteur. Il a écrit plusieurs livres. Et de nouveau, quelqu'un de philosémite qui va aider les Juifs. On est à l'époque de la première Aliyah, donc après 1880 et quelques, quand les premiers villages agricoles ont énormément de problèmes. Il va essayer de les aider. Il va écrire un roman utopique, un roman à l'eau de rose sur une situation idyllique. Vous voyez à droite la couverture de son livre, Hassan le paysan, Hassan le Fellah, A Romance of Palestine. Donc c'est très romancé, c'est très utopique. C'est pas tout à fait la réalité. Mais il a fait quelque chose de très important. Comme il se rend compte que les moshavot, donc les villages agricoles qui viennent se créer, ont de gros problèmes, il va appeler à l'aide un diplomate juif
américain qui est en poste à Istanbul et qui s'appelle Oscar Strauss. Oscar Strauss, vous le connaissez peut-être pas, mais vous connaissez son frère. Son frère, c'est Nathan Strauss, la robe Strauss à Jérusalem, la ville de Natania, qui porte le nom de Nathan Strauss, parce que Nathan Strauss est un grand philanthrope, dont le troisième frère, Isidore, s'est noyé sur le Titanic, voir mon autre conférence sur le sujet. Et donc, il y a un troisième frère, on avait parlé déjà de Nathan Strauss et de Isidore Strauss, qui a coulé sur le Titanic. Mais le troisième frère, Oscar, lui, est homme d'État. Il va être ministre des Finances américain, il va être envoyé en mission économique en Turquie pour développer le commerce américain. Et ce consul, Henri Gilman, va l'appeler à l'aide. Tu es en mission en Turquie, viens m'aider, puisque tu es bon en finance, comment aider les villages agricoles juifs. Et c'est quelque chose d'incroyable. Pourquoi? Parce que ce chrétien américain qui veut aider les juifs fait venir Oscar Strauss, et Oscar Strauss avait annoncé, quand il est arrivé en 1887 à Istanbul, je suis là en mission diplomatique comme représentant des États-Unis d'Amérique, pas comme juif. Et je fais donc tout pour aider aux intérêts américains, pas aux intérêts juifs. Et donc, au début, il n'a pas voulu du tout s'immiscer dans les problèmes des Juifs qui revenaient au pays. Il n'a pas voulu aider. Et c'est le consul américain qui n'est pas juif qui va convaincre Strauss d'aider les Juifs qui reviennent au pays. C'est incroyable. Euh, et à droite, vous voyez comment il est accueilli à Jérusalem. Oscar Yerushalayim, Yoetz Chacham Arazim, Gadol, Oscar Strauss, Birkat Mazal Tov, il est accueilli à Jérusalem en grande pompe. Mais au début, il ne voulait pas aider les Juifs. Il a fallu un petit peu lui forcer la main, mais finalement, il va aider la population juive d'Eretz Israël. En 1924, il viendra en visite officielle en Israël, il visitera les différents villages agricoles et il fera même un grand don à la Bibliothèque nationale. Le prochain dont je parle de nouveau, de la même façon que j'ai parlé de Mark Twain, qui n'était pas un consul, mais parce que c'était important de parler de cette ambiance de voyage, de récit sur la terre d'Israël, la Terre Sainte, il y a aussi aux États-Unis un réveil évangélique de chrétiens qui pensent que les restaurationnistes, ça aussi je renvoie à une conférence que j'avais faite cette année juste avant Rosh Hashanah, sur les chrétiens qui ont aidé au retour des Juifs en Israël. Et un gars que j'avais cité à l'époque, William Blackstone, va préparer une pétition qu'il va présenter au président Benjamin Harrison. Et dans cette pétition, il va demander au président américain d'aider au retour des Juifs en Terre Sainte. Alors regardez la traduction de cette pétition qui est à droite. Euh, les Juifs ne peuvent plus rester en Russie. De la même façon que les Juifs espagnols ont dû quitter l'Espagne, maintenant les Juifs ashkénazes doivent quitter l'Europe de l'Est. Mais où peuvent-ils aller? Ils sont trop pauvres. En Europe, la densité de population est trop grande. En Amérique, ça coûte très cher le voyage et l'international en Amérique. Alors pourquoi ne pas les aider à retourner sur leur terre ancestrale? Et quand ils seront là-bas, ils travailleront la terre, ils la développeront. On sait qu'ils ont été de très bons agriculteurs dans le temps et ils pourront refaire de ce pays un pays agricole qui réussit. De plus, là maintenant je suis en bas, nous croyons que le moment est arrivé où les pays chrétiens doivent faire preuve de charité chrétienne et aider ces juifs à rentrer au pays. Et c'est pour cela que nous nous tournons vers vous, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, Benjamin Harrison, et le secrétaire d'État, James Blaine, et nous vous demandons d'utiliser votre influence pour convaincre les dirigeants suivants. Alors, je vous les donne. Alexandre III, tsar de Russie, Victoria, reine d'Angleterre et reine des Indes, William II, Guillaume II, empereur d'Allemagne, Franz Joseph, empereur d'Autriche-Hongrie, Abdul Hamid le second, sultan turc, le roi Humbert, roi d'Italie, la reine Christiana, reine d'Espagne,
ainsi que les pays de la République française, le gouvernement belge, hollandais, danois, suédois, portugais, roumain, serbe, bulgare et grec, pour réunir le plus rapidement possible une conférence internationale qui traitera du retour des enfants d'Israël et leurs droits sur la terre de Palestine comme en tant que leur ancienne patrie, etc., etc. Donc, très intéressant. Ces chrétiens donc, à ce moment-là, vont essayer de faire monter la question juive, le retour juif en Israël, sionisme, à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, l'initiative de Blackstone va être une des clés, des raisons qui va faire que le président américain va soutenir la déclaration Balfour un peu plus tard, en 1917. C'est-à-dire qu'il y aura une deuxième Blackstone à revenir à la charge, puisque la première fois en 1891, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu cette réunion internationale. Euh, mais il a essayé. Par contre, quand ce Blackstone essaye de ramener les Juifs et de soutenir le retour des Juifs en Israël, celui qui va mettre les bâtons dans les roues, c'est Sela Merrill. On en a parlé, ce consul antisémite qui a fait plusieurs cadences comme consul et qui dit non, faut pas faire ça, ça va fâcher les Turcs, ah ben, on va détériorer nos relations diplomatiques avec la Turquie. Et donc, Sela Merrill va essayer de bloquer. Mais Blackstone réussit finalement à convaincre le président de soutenir la déclaration Balfour. Alors, il a même écrit, le Blackstone, il a écrit un livre, un opuscule, Palestine for the Jews. Il faudrait le rééditer aujourd'hui. Palestine for the Jews. Aujourd'hui, les Américains essaient de nous dire Israël for the Palestinians. À l'époque, ils disaient Palestine for the Jews. Il faut rappeler un petit peu aux Américains d'où ils sortent. Et ce qui est intéressant dans l'introduction de ce livre, là j'ai traduit en hébreu, c'est que il dit il y a tellement de problèmes à l'heure actuelle, dans tous les domaines, des problèmes économiques, moraux, population, tout ce que vous voulez, mais le problème principal du monde est le problème juif. Ça, il écrit en 1891. Mais bien encore avant la Shoah, bien avant l'État d'Israël. Le prochain consul va s'appeler Edwin Sherman Wallace. C'est pas Lew Wallace, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est un révérend, donc nouveau, il s'agit un prêtre protestant. Et lui aussi va vouloir aider au retour des Juifs en Israël. Alors il écrit un livre, comme beaucoup, Jerusalem the Holy, une brève histoire de Jérusalem ancienne et moderne. Et c'est très intéressant parce que je dis, il va aider les Juifs au retour des Juifs. Alors regardez, dans son livre, il y a une image d'un Juif américain à Jérusalem, à gauche. Je ne savais pas que c'est comme ça, de quoi a l'air un Juif américain. Alors ça, c'est dans son livre, un Juif américain à Jérusalem, avec le cafetan, le chapeau, le Steinman et la barbe. Ça, c'est les Juifs américains qui sont venus en Israël. Et à droite, une lettre, si je faisais à Charles Hachem, c'est qui me voit, Stéphane Sodekim, c'est une lettre, un appel de fonds pour la Yeshiva Esraïm et l'hôpital Bikour Cholim, qui est co-signé par le Rav Shmuel Salant, qui est le grand rabbin, qui est le Rav de l'Aïda Haredite de Jérusalem, et par le consul Edwin Wallace. Donc c'est intéressant, cette main dans la main, le consul, qui est un prêtre chrétien, et le Rav de l'Aïda Haredite, le Rav Salant, vont écrire une lettre aux Juifs américains pour qu'ils ouvrent leurs bourses pour aider les pauvres de Jérusalem. Alors, il a écrit un livre, vous avez tout à l'heure, on l'a vu, Joseph the Holy, Joseph Saint, hier et aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il ne parle pas de l'époque, il fait un historique de Jérusalem, il parle de l'époque ancienne, et les Romains, les Juifs, et les Romains, et les croisades. Il oublie juste une période, la période arabe. Parce que pour lui, les Arabes n'ont rien fait à Jérusalem, ils ont fait que des dégâts, ils n'ont rien déconstruit à Jérusalem. Donc, quand il fait l'historique de Jérusalem, ben, il y a pas d'époque arabe à Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit le futur de la ville, l'espoir de la ville, c'est les Juifs. Hem sheyakimu sheshakmu et ha'ir et haaretz lara she'achzeru. C'est eux, c'est les Juifs et uniquement les Juifs qui pourront réhabiliter la ville de Jérusalem et la terre d'Israël après leur retour. Et d'où est-ce qu'il sait que seulement les Juifs sont capables de le faire? Ben, parce que c'est marqué dans Jérémie.
C'est dans le Tanakh. Il y a marqué Mezaré Israël Kabetzenu. Dieu ramènera Israël, Ushmerok Oroedra, et alors on réussira. Donc il faut les aider. Et la preuve, c'est qu'ils ont commencé à faire des villages agricoles, Zichron Yaakov, Rishon LeZion, il y en a déjà d'autres, maintenant il y a déjà Rehovot, Nestiona, et ça marche. Donc il dit, il faut les aider. C'est le plan de Dieu de les ramener dans leur pays. Bon, il ne me reste plus très longtemps. Encore quand même parler. J'ai dit il y a un petit. On a parlé des consuls, parlé des efforts d'Américains, de communautés américaines de s'installer en Israël. Une communauté dirigée par une dame qui s'appelle Clorinda Mariner va s'installer à côté de Jaffa. Elle a créé une ferme qui s'appelle Mount Hope, la montagne de l'espoir. Elle va racheter un verger à Rabbi Yehuda Miragoza, le grand rabbin de Yafo. Mais en 1858, donc 5 ans après qu'ils se soient installés, ils vont être attaqués par des Arabes et la plupart vont abandonner. Il y aura deux familles qui vont rester, la famille Steinbeck et la famille Dixon. Je crois même que la famille Steinbeck, c'est un rapport avec Steinbeck, les raisins de la colère, l'auteur. En tout cas, les Steinbeck et les Dixon restent, mais c'est très problématique. Ils souffrent de la malaria, ils souffrent des attaques des Bédouins. Et quand il y a eu l'attaque de 1858, Friedrich Steinbeck a été assassiné, sa femme et sa belle-mère ont été violées. Ça nous rappelle certaines choses pas très, dans un passé très proche. Et en fait, le consul américain Gorham va appeler aux États-Unis d'envoyer la marine de guerre américaine. C'est pas un porte-avions qu'ils envoient, mais ils envoient une frégate au large des côtes de Jaffa pour signaler aux Turcs, s'il vous plaît, faites une enquête, arrêtez-nous les méchants et ramenez l'ordre et protégez nos citoyens qui sont résidents à Yafo. Alors de nouveau, envoyer que les Arabes assassinent et violent, c'est classique, et que les Américains envoient des bateaux de guerre, c'est la classique. Donc apparemment, on est dans un remake de l'histoire, 1858-2023. Le deuxième groupe, c'est la colonie américaine à Jaffa. Ça, j'avais fait une conférence aussi là-dessus. Donc, l'histoire d'Adam Smith, je vous renvoie vers cette conférence. J'ai aussi fait des balades à Tel Aviv. On en refera, ça vaut la peine. Regardez cette maison. J'ai emmené des gens du Maine qui étaient en Israël, ils ne savaient pas. Ils m'avaient demandé, prends-nous. C'était un congrès qu'il y avait à Bar Ilan. Et ils m'avaient demandé de prendre des gens. Quand j'ai demandé à l'organisatrice du congrès, d'où sont ces gens qui sont venus au congrès, elle m'a dit, ils sont essentiellement du Maine. Alors, je les ai amenés dans la colonie américaine à Jaffa. Et cette maison existe encore aujourd'hui. Ils tombent en arrêt. Il dit, mais on est où là? Vous êtes chez vous à la maison. Parce que c'est les gens du Maine qui ont construit les maisons comme ils construisent dans le Maine à Jaffa, on peut encore les voir aujourd'hui. Mais de nouveau, ça n'a pas marché très, très longtemps et finalement, ils sont repartis après quelques années dans le Maine. Le troisième groupe qui s'installe, c'est la colonie américaine, American Colony à Joseph, je dis c'est un hôtel. La famille Sapford, qui est une famille américaine qui habite Chicago. La maison de la famille est détruite dans l'incendie et ils perdent tous leurs biens. Ils vont après, Madame Anna Spafford est en croisière et le bateau fait naufrage et deux de ses enfants périssent dans le naufrage. Et comme ce sont des chrétiens euh, très engagés dans leur communauté, on les montre du doigt. Les gens disent, c'est pas possible. Si c'était des gens bien, Dieu s'acharnerait pas contre eux comme ça. Ces malheurs à répétition, l'incendie de Chicago, le naufrage, Dieu est fâché contre eux parce que c'est des gens pas bien. Et donc ils disent, ben, pour expier nos péchés et puis pour s'écarter de cette communauté qui les montre du doigt, ils viennent à Jérusalem et ils construisent une colonie américaine, c'est une colonie agricole avec une petite auberge où ils vont faire surtout du philanthropisme, ils vont aussi aider des juifs. On avait parlé quand on a parlé d'une autre conférence sur les Yéménites, où ils vont proposer le gîte aux juifs yéménites qui arrivent à Jérusalem et qui n'ont pas d'argent pour s'installer. Donc, on a parlé trois groupes américains, Mount Hope à Jaffa, la colonie américaine à côté de Jaffa et American Colony à Jérusalem. Là, vous voyez donc ce que j'ai mis au départ dans la première image qui était en fait la couverture du livre dont je me suis servi.
C'est en fait les enfants de l'American Colony qui font une représentation pour le 4 juillet, pour le jour d'indépendance américain. Vous voyez, il y a la Statue de la Liberté, il y a les Quakers, il y a les Indiens, donc la population américaine. Ça, c'est donc les Américains à Jérusalem. Et je reviens un instant à notre ami Oscar Strauss, dont on a parlé tout à l'heure, qui était donc en mission en Turquie et qui vient aider les villages agricoles en difficulté. Les Américains essayent de promouvoir une diplomatie qu'ils appellent la diplomatie du dollar. On ne va pas faire la guerre, on ne va pas s'imposer par la guerre, on va s'imposer par l'économie. Très américain. Ça marche pas tellement parce que les Ottomans sont pas d'accord, et puis Strauss non plus n'est pas d'accord. Et en fait, le commerce américain vers la Turquie ne va pas se développer très loin. Par contre, qu'est-ce que les Américains qui cherchent à développer leur dollar de diplomatie, qu'est-ce qu'ils vont réussir à vendre à Israël? Ben, c'est très compliqué. Alors, Israël importe de la machinerie, Israël importe un tas de choses, mais les États-Unis, c'est très loin. Et donc, les coûts de transport sont très chers. En fait, ce qu'ils arrivent à exporter en Israël, c'est incroyable, c'est en Amérique, parce que quand on est dans les pays à côté des pays producteurs de pétrole, mais ils vont exporter le kérosène. Le pétrole qui va éclairer les Juifs de Jérusalem arrive d'Amérique. Donc, vous voyez à gauche une lampe à pétrole de Philadelphie, vous voyez à gauche, et à droite, vous voyez les ânes qui transportent les bidons d'essence, de kérosène. Et c'est ça que les Américains arrivent à vendre, mais à part ça, il n'y a pas énormément de commerce avec la Turquie. Il y a un truc spécial, sympa, qui vont réussir à développer, mais c'est pas, nouveau, c'est pas c'est pas un business qui ramène des milliards de dollars. Vous voyez là sur l'image à droite le drapeau américain, à gauche vous voyez le drapeau turc, et un gars qui a trouvé le filon, c'est d'exporter l'eau sainte du Jourdain vers les États-Unis pour les chrétiens qui ne veulent pas se baptiser avec l'eau sainte du Jourdain. Et donc, il va chercher l'eau du Jourdain, la met en barrique, en tonneau. C'est très compliqué, hein. Je rappelle qu'il n'y a pas de route pour monter le Jourdain. Il est 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Il faut monter jusqu'à Jérusalem à 800 mètres. Il y a 1200 mètres de dénivelé à grimper sans route. Après, il faut redescendre vers Jaffa, mettre en bateau. Ça va pas être un gros business. Mais c'était le plus gros business américain qu'ils ont réussi à mettre sur pied, l'exportation from River Jordan, Holy Land, de la rivière du Jourdain, de Terre Sainte, exportation d'eau sainte d'Israël. Euh, on est à la fin de la période début du sionisme. Et donc, je termine avec Herzl, qui comprend qu'il y a il y a un potentiel en Amérique, que les Américains peuvent aider, les Juifs américains peuvent aider au programme sioniste. Et donc, il écrit une lettre au président de la Fédération sioniste aux États-Unis et lui demande, je te demande d'œuvrer le plus rapidement possible pour faire une réunion au Congrès ou au Sénat et alors, de quoi ils vont débattre? Ils vont débattre, est-ce que les Turcs peuvent empêcher des citoyens américains, juifs ou non juifs, d'aller en Terre Sainte? Parce que c'est une époque où les Turcs limitent l'arrivée des Juifs en Eretz Israël. Et donc, les Américains, ils peuvent y aller, ils sont Américains. Donc, les Américains doivent protéger leurs ressortissants et leur permettre d'arriver en Terre Sainte. Altistapek bediun Congrès au Sénat ne te satisfait pas uniquement d'une réunion au Sénat, mais il faut faire un grand mouvement d'opinion pour que ça porte ses fruits et que ça existe. Avec ça, je finis cette première partie. Comprenez qu'on n'a pas fait 150 ans, on a fait le 19e siècle, et si ça vous intéresse, ben, vous le dites et on continuera une prochaine fois.